parce que j'espérais atteindre enfin une certaine démocratie, voyant le profil de M. Alassane Ouattara atteindre une certaine démocratie. En 2015, j'ai encore voté M. Alassane Ouattara, espérant que nous y arrivons. Nous y arriverons plus tard à cette démocratie tant espérée. Alors, mais à partir de 2020, j'ai arrêté de participer à tout vote. Ça n'engage que moi. Je ne juge personne. Je ne vais même pas revenir sur ces événements-là. Mais ça n'engage que moi. Alors. Want to take your gaming to the cosmic level? This must-have Alienware gaming gear is otherworldly. The Alienware 16X. Je dis toujours, et Roger, je te l'ai dit dès le premier contact, que je ne prendrai pas position, vu que moi-même, étant dans l'administration publique et étant ivoirien vivant sur le sol ivoirien, je vois des fils de Côte d'Ivoire en train de se battre, mais je ne prendrai pas position. Je donnerai mon avis en tant que sociologue, donc je dégagerai une sorte d'opinion générale de la façon dont je perçois les choses. Donc, de façon objective, je donnerai mon avis, c'est ce que je pensais faire, alors que d'autres le considèrent autrement. Alors, je l'ai toujours dit, et je reprends, que M. Alassane Ouattara n'était pas totalement le problème, mais ce sont les hommes forts autour qui constituent le problème. Je vais vous donner un exemple. On a tous suivi l'intervention de M. Amon Tano Marcel en 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. On a tous suivi le discours de cet homme. Qui est cet homme pour Alassane Ouattara? Lui-même le dit, plus de 30 ans d'amitié. Mais voyez ce qu'il a pu sortir de lui en 2020, quand il s'est agi de s'opposer à M. Alassane Ouattara. Mais après tous ces événements, qu'en est-il de leur amitié? Est-ce que cette amitié a été rompue? M. Amon Tano Marcel a rencontré M. Alassane Ouattara, qui lui a pardonné ce qu'il avait dit au stade Félix Houphouët-Boigny peu avant l'élection présidentielle de 2020. Alors, M. Amon Tano Marcel, après ça, a même été nommé au Conseil de l'Entente. Et aujourd'hui, ils sont bras dessus, bras dessous, encore amis. M. Alassane Ouattara et M. Amon Tano Marcel sont amis. Autrement dit, nous avons là l'exemple d'un homme d'État qui est doué de pouvoir, de résilience et de pouvoir d'absolution. Si lui, qui est au sommet de l'État, il est doué de ce pouvoir, qu'en est-il de ceux qui sont autour? Ceux qui sont autour, qui les aident? Enfin, docteur, nous n'allons pas seulement prendre votre temps. Hein. Voilà. Voilà, bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Show qui démarre, disons, précisément l'émission Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again.
what this one is about. Just a second, ladies and gentlemen. Okay. Yeah, veuillez m'excuser. OK, voilà. Bref, I will back again. On aura tout à l'heure la possibilité donc d'animer une émission, cher ami. Pas une émission forcément pour indexer Pierre ou Paul, ou bien pour tirer à boulot rouge sur quelqu'un, mais c'est pour interpeller les Ivoiriens. Ce qui se passe est très grave. Est-ce que les gens sont en train de me dire qu'aujourd'hui, je suis au banc des accusés? Je suis la bête noire, entre guillemets? Le docteur Tano, un intellectuel. Vous savez, on fait parfois des débats un peu politiques. Donc, c'est un sociologue que nous avons approché et neutre afin qu'il nous dise exactement comment vont les choses, comment il voit actuellement la politique et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est son métier. Il est sociologue, il analyse. Il a été clair dès le départ, hein? Ladies and gentlemen. Des filles se battent. J'ai peut-être moi mes propres opinions, mais je ferai en sorte de ne pas réellement révéler mes opinions et puis aider la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est sur cette base que nous nous sommes entendus. Écrivain, donc nous avons décidé d'exploiter donc ce livre, ce qu'il a déjà écrit dans les livres qui sont disponibles, pour essayer donc de faire une émission. Et l'émission que vous avez certainement suivie, hein, c'était sur le House Negroes et leur implication de façon générale. Ces Africains qui passent tout leur temps à apporter donc leur soutien aux colons afin que l'Afrique ne puisse pas se développer. Donc, il a donné son opinion. Et dans l'opinion, il a dit que j'ai mal, qu'il y a des Africains qui réussissent et que très souvent, ils sont tirés par le bas par nos compatriotes. Il a pris le cas de Didier Drogba, vous comprenez, Yaya Touré, et Tidiane Thiam, qui avait ce qu'il avait accompli, ce qu'il a accompli mondialement, peut aider la Côte d'Ivoire, mais là, il est tiré par le bas. Voilà tout ce que le monsieur a dit. Voilà tout, cher ami. Voilà tout ce qu'il a dit. Oui, shalom, Éléonore Kofi, Eugénie Baudon, ouais, ma sœur Eugénie Baudon. Voilà, je dois tout faire pour faire sa connaissance. Et puis, l'inévitable, Célestin Meledje. Voilà, à vous trois, je vous dis donc bonsoir et gros bisous. Donc, voilà ce que le monsieur a dit. Et qu'est-ce qui se passe? Il est limogé. Vous savez, être limogé même, c'est grave. Mais non seulement on vous limoge, on frise vos comptes. Could you believe it? Mais on est où là? Même, je ne sais pas si ou dans des pays même autocratiques, cela se passe. Ah, on vous limoge pour avoir apprécié un Ivoirien, que tout le monde apprécie, même d'ailleurs. Même M. Ouattara apprécie donc Tidiane Thiam. Avant que Tidiane Thiam maintenant ne soit candidat. Les pros RHDP, vous les avez vus sur les chaînes, encourager M. Tidiane Thiam à rentrer en politique. Donc ce monsieur n'a fait qu'apprécier Cheikh Tidiane Thiam. Limogé. Ses comptes bloqués. Il ne peut pas accéder à ses comptes. Vous savez, des gens comme ce monsieur, c'est des gens qui sont calculateurs. Parce que quand je le vois parler, en entendre parler, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, intelligent et calculateur. C'est certainement quelqu'un qui a pratiquement tout son argent dans son compte. Il n'a même pas d'argent sur lui et tout ça. Il travaille certainement avec les credit cards. You know what I'm talking about here? So, il n'a jamais pris soin même de garder l'argent chez lui. Il ne le fera pas, cet intellectuel. Donc, tout son argent se trouve dans son compte. Il n'a jamais pensé un seul instant que les gens ont fermé automatiquement, ferment son compte. Donc, du jour au lendemain, ce monsieur se retrouve sur le carreau
incapable même de payer certainement un billet. Je suis en train donc de spéculer, hein, je ne sais pas, je n'ai pas discuté avec lui par rapport à ça, mais j'analyse en fonction de ce que je suis en train donc de voir, ladies and gentlemen. Il se retrouve sur le carreau. Pendant que les analphabètes sur la coule douce dans ce pays sont devenus des multimilliardaires, des grands pilleurs de l'économie ivoirienne, les intellectuels sont coulés au pilori. Je ne vais pas tirer à boulot sur Pierre-Paul, seulement j'interpelle M. Alassane Dramane Ouattara. Et surtout la première dame que j'ai eu le plaisir même de rencontrer et tout ça, d'intervenir. Pas forcément pour le réhabiliter, c'est ce que j'aurais vraiment voulu, mais ils ne le feront pas. Mais au moins que ce monsieur puisse rentrer en possession donc de son compte. C'est tout. Mais c'est humain. Pourquoi on peut être inhumain? Non, je me demande, mais est-ce que ces personnes-là, ce sont des Ivoiriens? Un Ivoirien réellement ne le fera pas. Hein? Nous sommes rentrés dans une situation donc d'ivoirophobie. Des gens qui n'aiment pas réellement les Ivoiriens. Ils prétendent les aimer, mais ils ne les aiment pas. Quelqu'un est père de famille, qu'on va bloquer votre compte, ça veut dire quoi, cher ami? On vous chasse de votre boulot et puis on bloque votre compte, ça veut dire quoi? Comme le disait, vous savez, Dr Bouga Sako, quand je l'ai invité, il a dit quelque chose, j'en ai ri, mais c'est aujourd'hui, je comprends. Il a dit, ils vont mettre la main sur moi, ils vont me crever, ils vont m'humilier. En fait, c'est ça, c'est devenu une politique d'humiliation. Il n'a pas dit, tu payes, il faut payer, on va voir. Mais c'est des gens, puisqu'ils ont fait leur calcul, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir à vie éternellement. Puis vous avez écouté M. Mamadou Touré. Nous sommes là encore pour 30 ans. Et bien, qui c'est qui dit nous sommes là encore pour 50 ans? Donc, ils ne pensent pas à demain. Mais demain, c'est les mêmes viennent nous dire, ah oui, on a privé nos salaires parce que nous sommes du Nord, nous sommes musulmans, nous sommes ceci, on ne veut pas voir donc les musulmans porter boubou dans ce pays. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Aujourd'hui, tous ceux qui sont privés, tous ceux qui sont limogés, ce ne sont pas des sudistes, ce ne sont pas des chrétiens. Est-ce que vous aviez vu un seul instant un leader chrétien venir s'asseoir pour dire on nous a privés de ceci parce que nous sommes chrétiens, nous sommes du Sud? Mais non, c'est des gens qui ont une hauteur d'esprit. Mais ils ne le feront pas. Ils ne vont pas exploiter cela comme le RDR devenu RHCP a exploité pour manipuler l'opinion publique nationale et internationale pour arriver au pouvoir. En exploitant donc les frustrations qui peuvent être réelles des populations donc, du Nord. Voilà ce qui est en train donc de se passer. Donc, chers amis, vous savez, je commence toujours à prendre, je ne prenais pas le Nescafé, mais en faisant cette émission, je suis obligé, les gentlemen, donc d'aimer donc le café de Côte d'Ivoire, le Nescafé. Donc, revenons donc sur l'affaire Tano. Entre liberté donc d'expression et règlement donc de compte politique. Alors, ce que je peux vous dire, chers auditeurs, donc l'affaire Barthélémy Tano va bien au-delà donc d'un simple limogeage administratif. Elle met donc à lumière donc un problème récurrent, cher ami, en Côte d'Ivoire. La frontière floue entre la liberté donc d'opinion encadrée et la répression politique déguisée. Vous avez vu donc le docteur Maître Blessé qui a dit, il dit la liberté d'expression, c'est tellement existe en Côte d'Ivoire. Mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. C'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. Mais pouvons-nous accepter cela? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on peut faire ça à un Ivoirien? Je vous regarde dans les yeux. Pourquoi on peut faire ça à un Ivoirien? On vous ferme votre compte. Vous avez travaillé dur pour mettre votre argent dans votre compte. Et parce que vous aviez dit que M. Tidiam Thiam est un cadre compétent, que vous êtes frustré par rapport à ce qui arrive à Tidiam Thiam, que vous pensez réellement qu'il peut aider ce pays, automatiquement on vous accuse d'être thiamiste, vous êtes limogé et vos comptes fermés. Mais on peut faire ça dans un état de droit. On peut faire ça en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent être frustrés que vous soyez RDR devenu RHCP ou autre parti politique. On reviendra tout à l'heure pour parler donc de droit de réserve. Est-ce que tous ceux qui aujourd'hui sont donc des invités de NCI 360 du RDR devenu RHCP, il n'y a pas donc beaucoup de fonctionnaires?
ces docteurs, ces universitaires qui défient chaque fois et qui donnent leur point de vue et qui prennent position, qui attaquent Thiam, ne sont pas des fonctionnaires. C'est ce que je suis en train de dire, cette dosocratie qui est devenue la loi de l'injustice. Pour être juste, pour être bon, pour être intouchable, il faut être RDR devenu RHTP. Période. Si vous n'êtes pas RDR devenu RHTP, vous n'avez pas le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit de jouir de votre liberté. Vous n'avez pas le droit de parler. It's not good. We cannot build a country just like that, ladies and gentlemen. J'ose croire que M. Ouattara n'est pas informé, mais je serais surpris parce que c'est un monsieur méticuleux et très intelligent. Tout c'est la majeure partie de ce qui se passe. Il est donc l'architecte. Mais humilier un docteur, écrivain, un monsieur qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Est-ce que vous avez entendu parler une fois donc de Dr Tano? Non, nous l'avons approché justement dans ce cadre-là parce que c'est un monsieur qui est neutre. On lui dit, Dr Tano, la situation que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui est tellement difficile que si nous apprenons, nous invitons donc des gens qui sont politiquement marqués, c'est qu'on fera. Il ne va pas donc interpeller tous les camps. Donc, vous étant neutre, venez au moins donner votre point de vue par rapport à la situation et certainement que ça va interpeller les uns et les autres afin donc de comprendre que nous avons une chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire, que nous devons donc garder, protéger. Voilà pourquoi ce monsieur est venu. Croyez-moi, je suis tellement frustré que vous comprenez. Mais ça me fait mal de voir ce père de famille qu'on a humilié ainsi. Parce qu'il a osé s'intervenir sur le Jacques Roger Show, sur l'émission Bring the Ivorian Dream Back Again. It's not really good, man. Faire cela à ce monsieur, je pense déjà à ses enfants. Si nous pouvons, le monsieur ne l'acceptera pas avec dignité, mais s'il y a donc des gens fortunés qui m'écoutent en ce moment, ne restez pas ce monsieur crevé. Aidez-le immédiatement à survivre maintenant en attendant que les gens débloquent son compte. Ce n'est pas un politicien, il n'a tué personne. Il n'a rien fait. It's not fair. Non, it's not fair. Mais ça me fait mal. Peut-être qu'ils ont atteint leur objectif de me faire mal. Il me dit, tu as la grande gueule. Si peut-être on ne peut pas t'atteindre pour le moment, on va essayer d'atteindre tes invités. Et comme ça, comme tu as la grande gueule, tu seras obligé de parler, ça va t'atteindre. Je ne sais pas. I'm guessing at this point. Mais everything is possible here. Nous sommes en politique et tout est possible, surtout dans la politique ivoirienne. L'impensable devient pensable. C'est ce qui a fait dire au président Bédié que la politique, c'est le jeu de l'impossibilité. Surtout dans la politique ivoirienne. Ce que vous pensez impossible dans la politique ivoirienne devient possible. Vous comprenez? C'est vraiment sad, M. Moussa Bamba. C'est vraiment sad. Prions. Si vous êtes RDR devenu RHTP, vous me suivez, demandez aux gens de débloquer les comptes de ce monsieur. À la rigueur, on ne demande même pas de continuer à l'embaucher. Mais au moins, qu'il puisse rentrer en possession de ce compte. Il a sa maison à payer. Je ne sais pas si ce monsieur a sa propre maison, bien il loue sa maison. Il a sa famille à nourrir. Et comme je le dis, c'est un intellectuel pur. Vous l'avez écouté, cher ami. Quelqu'un qui parle posément, intelligemment, ça doit être un monsieur très méticuleux, qui croit au système. Il a son argent dans les banques. Il n'a pas son argent sous le paillasson. Il a tout à la banque. Et c'est des gens, il ne va pas garder d'argent sur lui. Tout est en compte, même sur crédit card. Donc, même 5 francs, il n'a pas. Vous comprenez? Et vous bloquez son compte. Il va faire comment? Mais en bloquant ces comptes-là, quel est l'objectif? C'est qu'il crève. Mais it's not really good, man. Réfléchissons donc sur le fait, cher ami. Dr Tano, sociologue et écrivain, a été relevé donc de sa fonction, c'était le 31 juillet 2025, au vu, et il a vu donc ses comptes bloqués.
Officiellement, on invoque donc le devoir donc, de réserve. Comme je l'ai dit, on reviendra sur le devoir de réserve tout à l'heure. Hein. En réalité, c'est donc sa dernière intervention sur le Jacques Roger-Chaud en parlant du racisme, de mémoire coloniale et de géopolitique mondiale qui aurait donc déclenché donc la foudre. Ces propos citaient donc M. Thiam, Didier Drogba et autres personnalités publiques comme des exemples dans une analyse sociologique. Pourtant, certains y ont vu donc un soutien politique implicite, notamment à M. Cheikh Thiam. Les accusations de ces dictateurs qui l'accusent donc d'avoir insulté, ils vont plus loin. Il a insulté le président Alassane. Vous savez, aujourd'hui, là, hein, quand vous dites, si vous voulez qu'on coupe la tête de quelqu'un, c'est ce que vous devez dire. Hein. Vous savez, au moment où je faisais donc les shows, quand j'avais commencé les shows, celui qui était au pouvoir en ce moment-là, c'était donc... attends, est-ce que le show qu'on avait commencé, oui, en ce moment-là, oui, c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Bon, avec eux, j'avais quand même un peu cette petite liberté. Hein. J'ai quand même cette petite liberté. Mais ce qui est sûr, tout ce que je faisais, on me dit, ah oui, vous êtes financé par M. Alassane Ouattara. Vous comprenez? Vous êtes financé par M. Alassane Ouattara. Après, vous êtes financé par XY. Nous avons un moment même défendu, étant donné pendant cette crise, je préfère vous le dire, défendu donc la position de M. Ouattara, de M. Bédier, de M. Soro. C'est clair. Aujourd'hui, non, on nous accuse, hein, je suis financé par Laurent Gbagbo, comme si Laurent Gbagbo lui-même, actuellement même, il a suffisamment d'argent, il fait partie donc des rares présidents après fonction, hein, qui encore se cherche un peu, disons, indirectement, bon, bien directement, je ne sais pas, mais il se cherche un peu, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas baigner dans l'opulence comme on le voit aujourd'hui des anciens présidents, vous comprenez. Donc, c'est-à-dire dans ce pays-là, de M. Ouattara aujourd'hui, si je dis que j'apprécie Thiam, qui est donc un citoyen international, automatiquement, vous êtes pro-Thiam. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes limogé. On accuse. Et quand vous suivez donc les débats, parce que j'ai participé à beaucoup de débats hein, sur les plateformes, des cadres du RDR devenus RHTP, hein, ils sont devenus tous des informants de la justice et de la police. Quand vous êtes sur les plateformes, que vous placez un petit mot, voilà ce qui vous dit, ah oui, vous allez recevoir donc les coups de fil du procureur. Voilà ce qu'ils sont devenus des informants. Et c'est eux qui informent. C'est eux qui disent, celui-là, il est contre nous. Celui-là, il est ceci, il faut l'arrêter. Voilà ce qu'est devenu donc la politique ivoirienne. On l'accuse d'avoir insulté M. Alassane Ouattara parce qu'il a parlé des house negros que les colons utilisent en Afrique, parfois qui positionnent donc des présidents fantoches, mais en réalité, c'est eux qui contrôlent. Le fait de l'avoir dit, on dit qu'il a insulté M. Alassane Ouattara. Vous voyez, même aujourd'hui, quand on dit burkinabé, pas burkinabé, mais aussi, non, vous avez insulté. Étranger, vous avez insulté. Ces gars-là, ce sont des ivoirophobes. Celui qui parle comme ça, c'est un ivoirophobe. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il pratique ce qu'ils ont appelé même la dosocratie. Ce sont des dosocrates. C'est-à-dire le règne du plus fort. La violence. C'est la dosocratie qu'ils pratiquent. Ils sont devenus des ivoirophobes. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils aiment la Côte d'Ivoire pour ce que la Côte d'Ivoire peut leur donner, mais ils n'aiment pas donc la population ivoirienne. Ou bien, disons qu'ils n'aiment pas donc une partie de la population ivoirienne, les Côtes d'Ivoire. Donc, ces détracteurs l'accusent, les gentlemen, d'avoir insulté comme M. Alassane Ouattara. Lui, il répond, il dit, mais c'est pas vrai. J'ai voté pour M. Ouattara en 2010. J'ai voté pour M. Ouattara en 2015. En 2020, je n'ai pas voté puisque c'est un intellectuel. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je suis en train d'analyser. En tant qu'intellectuel, c'est quelqu'un qui croit directement à la Constitution. La Constitution dit que M. Ouattara doit un mandat renouvelable qui fait 2. Donc, il a là un deuxième mandat, certainement. Je ne lui ai pas posé la question, mais certainement, c'est pourquoi il a décidé de ne plus voter, il n'a pas voté en 2020.
Mais j'ai été clair quand nous l'avons invité, il a été très clair, il dit Jacques Roger, hein, c'est risqué, mais en réalité, comme la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation aussi difficile, en tant que sociologue, si mon approche, mes analyses peuvent aider les Ivoiriens à comprendre les dangers, à comprendre ce qui se passe, alors, les gentlemen, je vais vous aider dans cette mission. C'est pourquoi ce monsieur est venu en tant qu'un cadre neutre, sociologue. Pour nous qui sommes engagés là, pour mettre un peu de l'eau dans nos vins. Parce que des fois, quand je parle, il critique, il dit non, là tu allais un peu trop fort, il faut tout ce qu'on doit faire, c'est la paix dans la Côte d'Ivoire, retrouver la Côte d'Ivoire un pays démocratique, donc il faut faire ceci, il ne faut pas aller tellement loin. Vous comprenez? Voilà. Et ce monsieur, lui, aujourd'hui, il est devenu donc l'homme le plus dangereux, comme Boga Sako est devenu aussi un homme le plus dangereux donc, de Côte d'Ivoire. Mais on peut faire ça. On peut faire ça, un Ivoirien. Il a été clair, j'ai voté pour Ouattara. Parce que j'ai cru, comme ça, il a parlé comme Soroyo me dit, mais c'est un monsieur qui est venu donc des Fonds monétaires internationaux et tout ça, docteur. Moi, je pensais que c'est un démocrate, il dit qu'il est venu pour insérer la démocratie. Donc, c'est pourquoi j'ai voté pour lui. Donc, c'est tout le monde, c'est ces personnes qui ont cru. Vous comprenez? Il a été clair, j'ai voté pour lui en 2020, en 2015, en 2010, 2015. Il a dit que ses propos, ce sont des observations objectives. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire objectif en ce moment? Ça dit que c'est un sociologue, un intellectuel qui vient quand on lui pose une question, vous comprenez? Il préfère vous donner au moins son point de vue. Objectivement, il ne va pas mentir. Il a été clair, il a insisté que ce n'est pas seulement donc le chef de l'État ici, mais c'est aussi certains membres de son entourage, les gens autour de lui, les gros papatos, les menteurs, les profiteurs, ceux-là même qui sont devenus plus rois que le roi, les informants. C'est ceux-là qui créent donc des problèmes. Les enjeux ici, chers amis, ce qui est en train de se passer, c'est la liberté d'expression ici. La Constitution ivoirienne reconnaît aux citoyens, même aux fonctionnaires, un droit d'opinion, certes encadré, mais pas supprimé. C'est un règlement de compte ici. Le docteur affirme que ce sont surtout les relais internes de ses adversaires personnels qui auraient donc rapporté donc ces propos au sommet, provoquant donc une sanction. Ça devient donc, nous sommes dans un climat politique ici. Cette affaire, les gentlemen, illustre donc une atmosphère où toute parole publique qui n'entre pas donc en ligne de compte officiel est perçue comme une menace. Toute parole publique aujourd'hui est perçue comme une menace. Notre lecture dans ce dossier donc révèle une constance, cher ami. L'utilisation donc du devoir donc de réserve, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme outil pour faire donc taire les voix critiques. Même lorsqu'elle s'exprime, si vous voulez, dans le cadre professionnel et argumenté. Parce que qu'est-ce qu'il a? Il est parti de son argument. Il dit pour que ce pays-là sorte, l'Afrique sorte, il faudrait qu'il y ait donc des cadres bien formés. Pas des cadres qui seront donc des house negroes, mais des cadres qui vont mettre l'intérêt supérieur donc de leur pays au défense de tout, mais pas des gens qui viennent défendre donc les colons. Donc automatiquement, ils ont dit, ah oui, si la porte, il cite Thiam et il ne cite pas Ouattara, c'est qu'il a insulté Ouattara. Voilà un peu la logique, hein, cher ami. Ce n'est pas la première fois que donc ces fonctionnaires interviennent, des universitaires interviennent. Je dis chaque dimanche, quand vous allez donc sur les NCI 360, mais vous voyez tous ces docteurs-là, des enseignants, des gens qui travaillent donc dans l'administration, qui viennent intervenir et qui prennent position pour M. Ouattara. Mais ceux-là, on ne parlera jamais de droit donc de réserve, parce que réellement, ils apportent le soutien à M. Ouattara. Mais dit que Tidiane Thiam est un cadre compétent, connu, reconnu mondialement, et qui mérite d'être dans la politique ivoirienne, automatiquement, c'est le droit de réserve. Donc, vous êtes limogé et vos comptes bloqués. Dans une démocratie mature, donc un débat contradictoire donc sur les enjeux de la société, hein, le racisme,
mémoire coloniale au gouvernement devrait donc être encouragé, mais pas puni, les gentlemen. Ce que nous sommes en train de voir, c'est la punition. Donc, en fait de compte, la question centrale, chers amis et auditeurs qui nous suivent, le cas Tano pose donc une question donc directe. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, donc la liberté donc d'expression est-elle un droit réel ou un privilège conditionné donc par l'alignement politique? Ce qui se passe que vous êtes un des RHCP, vous avez le droit de vous exprimer librement. Mais quand vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas le droit de dire que M. Laurent Gbagbo ferait un bon président, M. Tidiane Thiam a une carrière internationale très reconnue, qu'en tant que tel, il peut apporter son expertise et aider la Côte d'Ivoire. Le dire, vous avez violé le droit de réserve. Alors, c'est Rami. Pardon, le droit de réserve, c'est quoi? Nous avons essayé donc d'approcher des spécialistes pour nous donner exactement, pour nous dire simplement de quoi il s'agit. Donc, le droit de réserve, c'est quoi? C'est, comme le disait notre spécialiste, le droit de réserve, il disait, et donc c'est donc une obligation imposée aux fonctionnaires et agents donc, de l'État. Une obligation imposée aux fonctionnaires et agents donc, de l'État. Il dit, en résumé, si vous voulez, comme il est dit, même en dehors donc, de leur travail, ils doivent s'exprimer publiquement avec une prudence pour ne pas donc porter dans un premier temps, comme il est dit, atteinte à l'image de leur administration, donner l'impression qu'ils s'opposent au gouvernement, donc à l'exercice donc, de leurs fonctions, vous comprenez? Ensuite, créer donc un conflit entre leurs paroles et publiques et leurs obligations donc professionnelles. Voilà un peu la définition donc du droit donc de réserve. Mais en Côte d'Ivoire, donc ce droit de réserve découle donc de la loi sur la fonction publique, c'est clair, le statut général et les tests réglementaires internes de l'administration sont clairs, les gentlemen. Le droit de réserve ne doit pas simplement vous priver de vos libertés en tant que tel. Qu'est-ce que réellement ce droit réellement ce droit de réserve interdit? Est-ce que c'est interdit donc de parler? Non, le droit de réserve ici, les gentlemen, n'interdit pas donc la liberté d'opinion, garantie par la Constitution, je pense un article, c'est ça, l'article 19, et suivant, ainsi de suite. Mais il oblige à mesurer donc ses propos. Il oblige à mesurer ça. Est-ce que Dr Tano, en le disant, il n'a pas mesuré ses propos? Pas d'insulte, pas d'attaque personnelle contre les dirigeants. Pas donc de divulgation donc des secrets donc professionnels dans une telle situation, les gentlemen. Un fonctionnaire peut donc écrire donc les livres, donner donc des conférences ou participer donc à des débats tant qu'il ne sort pas donc dans ce cadre. C'est ce que beaucoup donc d'intellectuels font actuellement en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils passent, ils écrivent, voilà. Et cela n'a jamais posé problème. Et dans le cas d'un sociologue écrivain, c'est aussi, ça devient très délicat. Un sociologue ou écrivain fonctionnaire est soumis au droit de réserve, mais son métier intellectuel repose sur la liberté d'analyse et d'expression. En théorie, il peut donc publier un livre ou des articles, parler sur les Jacques Roger-Chaud, analyser donc la société, l'histoire, la politique, citer donc des personnalités publiques, comme il a fait un exemple comme Tidiane Thiam, à condition, si vous voulez, que ses propos reste argumenté, sans invective, ni attaque personnelle. Voilà. Et c'est ce que notre invité a fait. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Il a donné donc son point de vue par rapport donc à une situation donc réelle. Donc en pratique, dans un climat politique donc très tendu, toute critique ou observation qui déplaît donc au pouvoir peut être donc interprétée comme une violation du droit donc de réserve. Même si juridiquement, ce n'est pas du tout fondé. De toute façon, c'est eux qui font la pluie de beau temps. Ils peuvent interpréter tout ce que vous dites et puis dire, voilà, c'est le droit donc de réserve, vous avez violé le droit de réserve. En conclusion, chers amis, les gentlemen, donc dans le cas du docteur Tano, au cœur donc du débat, il est donc, et juridiquement, il n'a pas donc le droit donc de publier des analyses tant que ses propos restent donc dans
le cas des scientifiques. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vais dire, excuse-moi, il a le temps, il a le droit de publier ses analyses tant que tout cela rentre dans le cadre scientifique. Politiquement, ces analyses ne sont pas donc perçues par certains comme un soutien à un opposant, ce qui a suffi pour déclencher donc des sanctions contre lui. C'est puisque nous sommes dans un contexte politique très chargé. Alors, le fait donc d'avoir dire que M. Tidiam est un cadre compétent, c'est perçu réellement comme quelqu'un qui a des idées opposées donc aux idées donc, du RDR devenu RHCP. Donc voilà, cher ami, un peu donc le dossier donc du docteur Tano qui nous interpelle tous. Ne doit pas seulement interpeller les gentlemen, nos amis seulement du parti au pouvoir, mais interpeller tout le monde. Vous comprenez? Limoger quelqu'un, bloquer ses comptes pour avoir tenu donc des propos publics déjà écrits et publiés donc dans un livre peut viser donc plusieurs objectifs ici, souvent politiques et non juridiques. Vous comprenez? Voici certainement une analyse, une explication que je peux certainement donner par rapport à ça. Qu'est-ce que l'objectif que réellement les gens veulent atteindre ici? C'est donc intimider, vous comprenez? C'est donc amener donc les uns et les autres à comprendre que vous devez donc apporter votre soutien à M. Thiam, à M. Ouattara, ou bien vous taire. Mais en parlant, c'est comme vous êtes en train d'encourager autres fonctionnaires de l'État à apporter son soutien à Thiam. Ça devient ambigu, vous comprenez. Quand on commence à rentrer dans cette situation, ça devient compliqué. Parce que quand on est au pouvoir, qu'on contrôle le pouvoir, on peut faire tout ce qu'on peut. Mais une fois qu'on n'est pas au pouvoir, vous comprenez, c'est là que vous allez voir nos amis là directement pour aller directement au niveau donc, de l'ONU. On se souvient, au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, qu'est-ce qu'il disait de l'ONU? Ah oui, non, nous sommes un pays indépendant, l'ONU ne doit pas s'impliquer. Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, nous le voyons directement à l'ONU maintenant pour défendre leur cause. Voilà un peu les contradictions que nous avons avec nos leaders ici. Vous comprenez? Donc, chers amis, l'implication comme on peut avoir ici, cette sanction qui frappe le docteur Tano, cette injustice même d'ailleurs, n'est pas certainement une très bonne chose. Nous ne osons pas du tout mettre de l'huile sur le feu, puisqu'après tout, son doigt se trouve dans la bouche de ceux qui sont au pouvoir. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dire, c'est plaider, vous comprenez, demander donc à ceux qui sont autour, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, de créer des conditions pour que son compte puisse être débloqué. Il n'a tué personne, il n'a jamais critiqué M. Ouattara ici, il n'a pas insulté quelqu'un, il a donné son opinion de façon générale sur le problème des house Negroes, et il en a profité pour dire que lui, il a une admiration pour des Africains qui ont réussi, qui peuvent aider donc l'Afrique. Et Tidiam Thiam est réussi internationalement, mondialement connu, puisque ceux qui ne connaissent pas, c'est devenu RHB qui ferme les yeux. Je vous ai dit la dernière fois que Thiam fait partie donc des 100 personnes que l'on consulte au monde pour les problèmes du monde. Il fait partie de ces 100 personnes. Il est devenu, personne n'est intuitif. Personne n'est intuitif. C'est des gens que les gens consultent. Vous comprenez? Personne n'est intuitif. Donc, chers amis, voilà un peu le petit point que je voulais directement faire par rapport à ce dossier Barthélémy Tano, qui nous interpelle tous, qui devait réellement nous interpeller nous tous. Le message indirect ici qu'on veut faire passer, chers amis, à d'autres personnalités donc, du genre dans cette affaire, c'est la cible. Taisez-vous, mangez, travaillez, apportez votre soutien à Ouattara ou bien taisez-vous. Si vous parlez de l'opposition, vous comprenez, quand vous êtes intellectuel, si vous n'avez pas suffisamment donc, de sous, taisez-vous. Vous parlez, vous allez aller soit en prison, vous êtes limogé, et vos comptes seront donc bloqués. Voilà un peu une dictature qu'on impose aux fonctionnaires et aux Ivoiriens. It's not really good. It's not really good. Vous voyez, ce type de réaction ne cherche pas seulement donc à punir une personne, mais à contrôler donc le récit public, à réduire donc le nombre de voix donc indépendantes donc dans le débat public et social. En clair,
ce que vous pouvez écrire donc, dans les livres, ce que vous pouvez donc forcément donc, le répéter donc, devant le micro, surtout si le climat politique est électrique, il faut donc faire très attention. C'est ce qu'on nous dit. Vous ne devez rien plus parler. Oui, donc dans ce cas précis, donc l'accusation qui semble avoir servi donc de déclencheur est que M. Barthélémy Tano aurait donc pris parti en faveur de Tidiane Thiam, alors même qu'il ne le faisait pas, selon ses dires. C'était une illustration d'une analyse sociologique avec plusieurs exemples, donc Thiam, Didier Drogba, Yaya Touré, etc., etc., etc. Vous voyez, cher ami, it's not really good. What is going on here? Limogé pour un soutien qu'il nie. Peut-être, on ne peut pas dire qu'il nie, qu'il ne l'a pas dit ouvertement. Il a une admiration profonde pour des intellectuels qui ont réussi, dont M. Tidiane Thiam. Est-ce que cela veut dire forcément qu'il apporte son soutien à Thiam? I don't know. Maybe possible. Dans son intervention, vous savez, Dr Tano a cité donc plusieurs personnalités ivoiriennes, Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Tidiane Thiam, pour illustrer donc ses propos sur donc, la citoyenneté et la place des figures donc, politiques dans la crise ivoirienne. Mais certains ont isolé donc, le message sur Thiam pour l'accuser donc, de prendre position pour un opposant donc, public. Selon lui, ce n'est pas donc un soutien, encore moins donc un appel à voter. Il rappelle qu'il est sociologue et écrivain et que son rôle est donc d'observer, d'analyser et d'expliquer, pas donc de militer. Je regarde, j'observe et j'analyse. Pourtant, donc, dans le climat politique tendu aujourd'hui, la simple perception donc d'un soutien implicite suffit pour déclencher donc des sanctions. Le limogeage peut-être du 30 juillet 2025, blocage donc des ses comptes bancaires quelques jours donc plus tard, etc., etc. La tradition politique que nous pouvons donc faire dans un système, tout est donc structuré à la loupe. Ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, tout dépend réellement de l'endroit où vous vous trouvez. On peut voir donc des Arthur Banga sur les antennes dire ce qu'ils pensent donc de Thiam. Mais c'est la même chose si Jacques Rouget va dire la moitié même en parlant d'un ministre, automatiquement, vous serez donc puni. Vous avez vu ce procureur qui vient nous dire, étranger, il va vous poursuivre. Oui. Ici, est-ce qu'on peut dire que ces professeurs aussi ne doivent plus intervenir? Ces professeurs d'université, ces docteurs qui sont toujours les invités donc des médias, surtout de la chaîne NCI, est-ce qu'ils ne doivent pas aussi garder le droit de réserve? Oui, un professeur donc, dans une université publique est soumis au devoir donc, de réserve. Peut-être ce devoir de réserve n'est pas aussi strict comme un agent donc, de l'administration classique, mais il est soumis au droit de réserve. Mais nous voyons ces professeurs d'université qui viennent directement prendre parti pour M. Ouattara, critiquer Laurent Gbagbo, insulter Tidiane Thiam sur leur chaîne, traiter donc de menteur. Et cela n'a jamais gêné, donc le procureur n'a jamais gêné quelqu'un. Donc voilà un peu, cher ami, le petit point que je voulais donc certainement faire. Salut, docteur Barthélémy Tano, portez-vous bien, bon courage. Et ce que certainement je pourrais certainement dire, je ne le dirai pas à l'antenne, mais on verra hors antenne what we can do about what's going on here. J'interpelle les autorités, et surtout si la première dame m'écoute, si quelqu'un écoute la première dame, qu'elle fasse quelque chose afin que M. Tano puisse rentrer en constitution donc de son compte. On ne demande pas forcément de le réembaucher. Ça aurait été très bien d'ailleurs, une justice d'ailleurs. Mais si ce n'est pas le cas, au moins qu'il puisse rentrer en possession donc de son compte. Il ne nous a pas demandé de faire cette émission. Il ne sait pas que nous faisons donc l'émission. Nous l'avons interviewé et après, ladies and gentlemen, je donne mon point de vue par rapport à ce qui se passe. C'est tout. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Et demain, n'oubliez pas, aux environs donc de 17h GMT, nous allons tenter donc de couvrir en principe l'émission avec Dr Bogasako. Demain, devait être
C'est quoi? C'est 14h, 13h, 14h, 15h GMT? À 10h, 11, 12, 13, 14, c'est ça. Hein? Voilà, c'était 14h GMT. Mais je crois que demain, à cause de la marche au niveau donc, des Nations Unies, hein, on essaiera donc de faire quelque chose aux environs de 16h30 aux environs de 17h GMT. Hein? Voilà, ce qui veut dire au niveau donc de 12h30 heure de New York et puis 16h30, 17h GMT pour couvrir hein, donc, une grande manifestation devant donc, les Nations Unies. Hein, pour demander donc la réhabilitation donc, des leaders politiques ou bien même, disons, des élections libres, transparentes et inclusives. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez très bien et au revoir au quatuor, à savoir Eleonore, Eugénie, Meled, c'est ça, Eugénie, c'est ça, Eugénie Baudon, Meled, et puis voilà, tous ceux qui nous suivent tous les jours. Voilà. Merci beaucoup et puis au revoir. Portez-vous bien. Bon week-end and bye-bye.